Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Ségolène. Bah non, toi ici. Bonjour. Je vais attendre encore une petite minute avant de démarrer pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Bien, le délai de grâce est passé. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire qui se veut une présentation rapide de tous les appels à projets qui peuvent exister en ce moment dans les domaines de la R&D et de l'innovation. Je vais aussi faire une petite digression sur tout ce qui est industrialisation, puisque plusieurs appels à projets restent encore actifs sur ces aspects-là, ainsi que sur des aspects plus sur la transition écologique, qui devient une thématique de plus en plus prégnante, que ce soit en santé qu'en nutrition. Alors, il va bien passer. Je vais passer rapidement sur le principe de c'est quoi le financement non dilutif, et quels sont les acteurs, etc. Car le panel des personnes présentes ici sont déjà bien expérimentés sur ces aspects-là. Donc, plusieurs volets de recherche de financement possible à l'échelon régional, national ou européen, avec ici tout un panel d'acteurs possibles, avec un point intéressant, alors essentiellement en santé, c'est que la possibilité, si la technologie que vous souhaitez développer a des applications militaires, d'aller chercher un financement auprès de la DGA sur des aspects duels, donc c'est-à-dire à la fois sur un marché militaire et sur un marché civil. Les solutions de financement de l'innovation actuellement sont possibles en fait de faire financer presque tout type de projet, que ce soit des projets collaboratifs ou individuels, avec des partenaires publics et privés, voire même privés-privés. Comme je disais, c'est de l'échelon peut-être au niveau national, européen, voire même à l'international sur certains guichets de financement. Ensuite, ces recherches de financement peuvent être à tout stade de maturité, ou presque, c'est-à-dire pour les entreprises du projet de start-up à la start-up, la PME, pardon, les ETI, voire les grands groupes sur certains appels à projets. Le projet, lui, peut englober de la R&D, que ce soit la proof of concept ou du prototypage, l'évaluation de la technologie, sa pré-industrialisation ou son industrialisation.
Je mets un point de vigilance, c'est que les aspects commerciaux ou réglementaires des projets d'innovation sont rarement couverts, sauf cas rares et exceptionnels que je citerai au cours de la présentation. Donc vous voyez ici, on a une suite d'appels à projets qui se fait en fait tout le long de la maturation d'un projet, et une startup peut tout à fait faire le cheminement depuis les stades les plus early jusqu'au stade d'industrialisation avec, dans le cadre du réseau CNSL, un bel exemple qui est la société Lattice Médical par exemple. Les critères majeurs de positionnement d'un projet vis-à-vis des appels à projets se basent essentiellement sur le niveau de maturité technologique, donc les fameuses TRL que vous devez tous connaître, hein, TRL 1 jusqu'à TRL 9, c'est-à-dire de l'observation d'un principe de base à la démonstration d'un système réel en environnement opérationnel, avec des modulations selon la filière industrielle, par exemple celui de la santé, dans tout ce qui est TRL 6, 7, on est dans ce qu'on appelle l'évaluation préclinique et clinique avec tous les impératifs réglementaires qui sont liés à ces aspects-là. N'hésitez pas à lever la main ou à m'interrompre hein, si vous avez des questions plus particulières. Je vais passer assez rapidement. Donc, comme je disais, on a des dispositifs qui peuvent accompagner un projet d'innovation depuis les TRL les plus basses jusqu'aux TRL les plus hautes. Ici, vous avez un panel des aides, on va dire génériques, qui peuvent accompagner un projet d'innovation depuis les TRL, alors plutôt 2 pour le coup, jusqu'au TRL 9. Vous voyez ici en vert les dispositifs régionaux. Donc depuis le projet Stimule, qui se veut un projet collaboratif avec des académiques sur des TRL 2-3, un projet d'innovation Hauts-de-France et un IDEMO et Hauts-de-France qui vous permet de monter en TRL depuis la proof of concept TRL 3 jusqu'à excusez-moi, jusqu'au prototype pré-industrialisé, pardon, TRL 7 et 8. Vous avez les équivalents au niveau national, au niveau de la BPI, donc avec les fameux iLab, iNov, IDEMO, puis ensuite les guichets d'industrialisation que sont Capacité Santé ou Première Usine. Et au niveau européen, les équivalents avec les EIC Pathfinder pour des TRL plutôt basses, pour le coup, 1 à 3. Ensuite, une transition vers d'autres outils, alors collaboratifs ou non, que sont l'EIC Accelerator, l'EIC Transition et l'Eurostars, puis l'EIC Accelerator pour monter jusqu'en TRL 9. Non? Alors, les projets collaboratifs, généralement, quand j'échange avec des industriels comme vous, il y a une forte résistance pour aller dans le collaboratif, parce que c'est plus complexe et qu'il faut en effet partager les retombées économiques du projet. Ceci dit, la collaboration a ses avantages. D'une part, un taux d'aide plus incitatif au niveau des guichets et un taux de succès plus important. Mais surtout, pour des entreprises parmi les plus jeunes, c'est bénéficier de l'expertise, de l'expérience et du réseau des collaborateurs. Par exemple, avec des équipes académiques ou cliniques, vous avez accès à des technologies très innovantes et à de la R&D de haut niveau, accès à des équipements de pointe via les plateformes que peuvent proposer les universités. Et pour les cliniciens, c'est accès à des key opinion leaders et à des terrains d'expérimentation, voire même des premiers partenaires commerciaux. La collaboration avec des entrepreneurs et des industriels, c'est d'avoir pour les startups encore peu matures, on va dire, vous avez une vision commerciale et industrielle plus expérimentée avec vos partenaires, accès également à des équipements de pré-industrialisation et d'industrialisation, et enfin, vous pouvez parfois vous appuyer sur des réseaux commerciaux déjà établis. Le point de vigilance, comme je disais, au niveau des projets collaboratifs, c'est bien réfléchir en amont et bien discuter avec le consortium sur le partage de la propriété intellectuelle et des retombées économiques. Les délais, parfois, qui peuvent être très longs, avec les instances académiques que sont les universités ou les CH. Ici, avant d'entrer plus dans le vif du sujet, vous avez un résumé. Bonjour. Vous avez un résumé un peu global de tous les dispositifs génériques qui peuvent exister, avec ici les fourchettes de prix et selon la légende, donc vous voyez en jaune plutôt les projets monopartenaires, en vert les projets collaboratifs, avec les porteurs qui sont soit les académiques, point bleu, soit les entreprises, point rouge.
et selon la couleur du guichet, si c'est un guichet qui est régional, national ou européen. Je vous enverrai la présentation en fin de webinaire pour que vous puissiez la lire plus à tête reposée, je voudrais dire. Donc maintenant, je vais passer un petit peu à un overview rapide de tous ces guichets. Donc je commencerai par les guichets généralistes, avec en premier lieu les projets collaboratifs portés par des académiques. Donc là, on est plutôt sur des projets de TRL assez basses qui permettent aux entreprises, on va dire, de booster leur R&D et de garder vraiment une R&D top-notch. Au niveau régional, vous avez donc le dispositif Stimule. C'est un dispositif qui est ouvert une fois dans l'année, aux environs de mai, et qui permet donc un volet de recherche partenariale avec une équipe académique régionale sur des projets, d'une part, de R&D assez pointus, mais également sur des collaborations nouvelles entre les équipes académiques ou les équipes académiques et un partenaire privé. L'aide reçue au niveau de la région est touchée par l'académique, le partenaire industriel lui mettant à disposition soit du matériel, soit du personnel, et la propriété intellectuelle du projet est partagée selon les critères régionaux. Vous voyez ici, ce sont des projets de 400 000 € à peu près, sur des durées de 24 à 36 mois. Autre dispositif possible de recherche partenariale, c'est l'appel à projet générique PRCE, qui est piloté par l'équipe académique avec un dépôt qui se fait une fois dans l'année, en phase 1 au niveau de novembre, puis en phase 2 une fois sélectionné fin mars. On est ici pour des projets de recherche de TRL basse. On est vraiment sur de la TRL 2, 3, qui permet de mettre en commun des compétences et aura un effet profitable aux deux parties. Pour les académiques, c'est soit le dépôt de brevets, soit les publications scientifiques. Pour pour le partenaire privé, pardon, c'est donc l'accès à de la recherche fondamentale à- à- qui sera subventionnée, on va dire. Les durées de ces projets de PRCE sont de 24 à 60 mois. Toujours sur un volet très axé projet collaboratif, vous avez ensuite les chaires industrielles MEL et ANR qui se veulent à peu près les mêmes outils mais avec des budgets différents. Au niveau des chaires industrielles MEL, vous voyez, on est sur des budgets totaux plutôt de 900 000 € à minima, qui est pris en charge à 33% par une subvention MEL, donc plafonnée à 300 000 €, et un abondement qui peut se faire par l'Université de Lille si le projet se fait avec une équipe académique du consortium de l'Université de Lille, jusqu'à 100 000 € de plus pour du salaire seulement. Le bénéficiaire, encore une fois, de la chaire industrielle, que ce soit MEL ou ANR, c'est le laboratoire de recherche. L'industriel mettant à disposition, encore une fois, des moyens ou du personnel pour permettre la recherche et l'aboutissement du projet. On est ici sur des projets encore de long terme, mais toujours focalisés sur un point bien précis, de 36 mois maximum. Vous voyez qu'il y a un dépôt au niveau de la chaire MEL avec une publication de l'appel à projet en janvier et 3 dépôts successifs en mars, mai et le prochain sera le 30 août 2024. Comme je disais, vous avez le pendant au niveau national qu'on appelle la chaire industrielle ANR. Les objectifs sont les mêmes, un projet collaboratif fort entre un partenaire académique et un partenaire privé, avec pour but des publications scientifiques, des brevets, également un lien poussé des jeunes chercheurs vers la recherche en entreprise, et bien sûr pour l'entreprise, l'accès à de la recherche fondamentale. On est ici par contre sur des budgets plus conséquents de 1 à 2,4 millions, qui est pris en charge à 50% par l'entreprise, la subvention de l'ANR étant de 500 000 à 1,2 million, qui est touchée par l'équipe académique. La durée des chaires ANR est un peu plus longue, c'est 48 mois, et une labellisation par un pôle de compétitivité est recommandée. L'ouverture, cette fois, se fait une fois dans l'année avec un dépôt courant mars.
Sur des projets de collaboration à plus long terme entre entreprises et laboratoires, avec une feuille de route, on va dire, de recherche entre le laboratoire et l'entreprise, vous avez deux dispositifs à l'échelon régional. Ici, c'est Équipe Mix, alias EMIL. Et au niveau national, vous avez le LabCom ANR. Les deux ont à peu près le même objectif, c'est vraiment la définition d'une roadmap de recherche fondamentale entre un partenaire académique et un partenaire privé sur le long terme. Vous voyez ici sur 36 mois, pour renforcer donc les partenariats et stimuler, on va dire, la recherche et le développement pour les entreprises avec accès à, on va dire, de la recherche fondamentale. L'équipe mixte donc, a un dépôt le 31 décembre de l'année, tandis que le LabCom a, lui, un dépôt qui se fait 2 fois dans l'année, fin avril et fin septembre. Encore une fois, sur ces dispositifs, un contact avec les pôles de compétitivité et derrière une expertise et une labellisation sont recommandés. Ensuite, sur des guichets qui sont cette fois-ci portés par les industriels, nous sommes toujours ici dans les objets de financement génériques. Vous avez, comme j'ai expliqué au départ, une suite continue proposée par la BPI, qui sont les concours ILAB, puis INNOV, puis le dispositif IDEMO. Ça se veut des financements qui peuvent être cherchés de manière consécutive et qui permettent d'avancer, on va dire, en TRL pour une start-up innovante. Donc le concours ILAB, qui est réservé aux start-up non encore créées ou qui ont une existence de moins de 2 ans, c'est un financement qui permet de l'A&D sur des budgets de 1 million maximum, avec une aide de 600 000 euros, donc 60%, sous forme de subvention maximum. La durée de ces projets de R&D sont de 12 à 36 mois et les dépôts se font fin février de chaque année. Pour information, donc les incubés au niveau de Santé sont accompagnés dans un programme qui est donc la iLab Academy, qui permet justement d'avoir des retours d'expérience de porteurs ayant obtenu le financement et un accompagnement sur tout le montage du dossier. Ensuite, faisant suite, on va dire, à iLab, vous avez le concours Innov, donc c'est un concours récurrent, qui est réservé aux startups et aux PME innovantes, avec pour objectif de favoriser des projets très innovants d'entreprises du point de vue individuel pour l'émergence d'entreprises leaders d'envergure mondiale. On est encore une fois sur du financement de R&D, mais également sur un financement des premières étapes de développement expérimental. Donc on entend par là tous les financements de tests d'évaluation. Par exemple, pour un médicament, ça sera la toxicologie, les expérimentations de précliniques, voire les premières expérimentations cliniques, comme vous pouvez le voir, avec les essais cliniques de type 1 et 2A. On est sur des budgets totaux de 1 à 5 millions d'euros. Donc on monte en ambition au niveau des budgets et une aide financière qui va de 35 à 45% du budget total, avec 2 tiers en subvention et 1 tiers en avance récupérable. On est sur des projets de R&D de 12 à 36 mois. Le concours Innov est thématisé. Jusqu'à la vague 9, les thématiques étaient assez pointues et il n'était pas toujours évident justement pour les startups d'être en veille et prêtes à répondre à ce type de concours. Cependant, avec le lancement de France 2030 et du plan santé de France 2030, des thématiques plus ciblées ont été comment dire, décrites. Et elle se retrouve de manière redondante depuis la vague 9 jusqu'à la dernière vague 13, et certainement pour la prochaine vague 14. Vous voyez, les thématiques sont extrêmement larges, avec les solutions thérapeutiques innovantes, les thérapies géniques, l'immunothérapie, la drug discovery, la bioproduction, les DM implantables actifs, les prothèses myoélectriques, etc., etc. Ça correspond en fait aux 4 grandes stratégies qui ont été lancées et aux prochaines stratégies d'accélération également qui vont être lancées, donc qui sont les maladies infectieuses émergentes, la bioproduction, la santé numérique et le plan des dispositifs médicaux, avec comme stratégie qui vont bientôt sortir une stratégie d'accélération sur tout ce qui est prévention. Donc, je vous tiendrai au courant lorsqu'on aura plus de détails sur cette dernière stratégie d'accélération.
Bien sûr, il y a d'autres thématiques qui peuvent entrer dans le champ de la nutrition ou de la santé, que sont le numérique, mais c'est quand même très axé sur le numérique, l'IA, ou des thématiques sur le transport ou les énergies et ressources et milieux naturels. Un équivalent du concours Innov et que j'ai un petit peu décrit au départ, c'est le dispositif Rapide, donc qui est toujours un concours récurrent, qui lui, pour le coup, financé par l'Agence de l'innovation de la Défense sur des projets d'innovation qui ont donc des applications à la fois militaires et civiles. C'est un dispositif qui est ouvert non pas qu'aux startups et aux PME, mais également aux ETI avec des salariés, pardon, c'est une petite erreur, inférieurs à 2000 salariés et non pas supérieurs. On est ici sur un dispositif qui est à la fois individuel ou collaboratif pour des financements de R&D et des premières étapes de développement expérimental, donc de TRL7 à 7, de 3 à 7, pardon, et sur des thématiques qui sont liées aux orientations de la défense, mais pas exclusivement. Par exemple, si on prend la santé, ça sera beaucoup sur tout ce qui est prise en charge du soldat sur le champ de bataille et tout ce qui peut être utile dans ces aspects-là. Mais pas seulement, ça peut être aussi la rééducation, ça peut être la gestion des brûlures, etc., etc. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des applications militaires possibles de votre technologie, à venir toquer à la porte de la ID et discuter avec eux pour savoir si éventuellement ça pourrait rentrer dans le cadre du dispositif rapide. Sachant qu'il existe un autre dispositif en amont qui s'appelle Astrid, pour le coup, ou qui est ouvert donc là sur des TRL plus early et des projets collaboratifs avec les académiques. Suite logique en termes de montée en TRL, vous avez ensuite le dispositif IDEMO, qui lui est ouvert aux entreprises de toute taille, voire à des consortiums, donc c'est à la fois individuel ou collaboratif, avec maximum de 6 partenaires. On est donc toujours sur des projets de R et D et I. Donc on est en train de glisser, on va dire, vers une maturité plus grande du projet et également des ambitions plus fortes. Donc toujours dans le développement de produits, de services et procédés très innovants et à haute valeur ajoutée, en partant donc de minimum TRL 4 à 7 pour monter sur des TRL de 8 à 9. Il est attendu des retombées économiques et technologiques directes et bien argumentées, et des retombées indirectes durables et diffusables au sein d'une filière. Par exemple, des nouveaux procédés de fabrication, si on pense par exemple à la bioproduction, de nouveaux marchés, si on pense à des DM innovants, ou des nouveaux ingrédients ou de nouvelles sources d'ingrédients ou d'aliments. C'est donc générique, toutes les thématiques sont ouvertes. Les financements, puisqu'on monte en TRL, les financements sont possibles pour les essais cliniques jusqu'en phase 2B, voire en phase 3, mais seulement sur les maladies rares. Le calendrier ici de la vague 3 du IDEMO se termine bientôt. Le prochain call est le 16 juillet prochain, avec pour l'instant pas d'informations sur une possible vague 4. Ceci dit, c'est un dispositif récurrent, donc il n'y est pas complètement idiot de se penser qu'une vague 4 sera lancée. Puisqu'on est aussi en montée de TRL et d'ambition, vous voyez ici que le budget des projets sont maintenant supérieurs à 4 millions d'euros, avec des taux d'aide qui vont varier selon la maturité des dépenses. C'est-à-dire si vous êtes toujours en recherche, ça peut aller de 70 à 80% pour une PME et de 50 à 60%, 65% pour une ETI et un grand groupe. Si vous êtes ensuite sur des TRL plus élevés de dépenses, c'est-à-dire par exemple des tests d'évaluation ou de la pré-industrialisation, on sera sur un taux d'aide plus faible, donc de 45 pour des PME jusqu'à 25% pour des grands groupes. La nature de l'aide est toujours mixte, à savoir des subventions d'entre 60 et 75%, et le reste étant en avance récupérable. Les collaborateurs peuvent être donc des organismes de recherche qui, pour le coup, sont eux accompagnés à 100% sur leurs coûts marginaux, c'est-à-dire tous les coûts directement liés au projet, ou s'ils souhaitent inclure les salaires des permanents, 50%.
La durée de ces projets IDEMO, puisque ce sont des projets plus ambitieux, est de 36 à 60 mois. Et encore une fois, la labellisation de ce type de projet est recommandée. Pendant régionaux que j'ai brièvement présentés et qui sont un petit peu les équivalents de ce que je vous ai présenté sur la iLab, iNov et IDEMO, vous avez donc deux dispositifs, pardon. Le premier dispositif qui est Action Projet d'innovation en Hauts-de-France, qui se veut donc le pendant du iLab et du iNov, et qui permet donc de financer des projets de R&D ambitieux à des stades de faisabilité, de R&D et de développement expérimental. On est ici sur des budgets qui sont compris entre 150 000 et 1 million d'euros, ouverts aux projets individuels portés par une PME, préférentiellement une start-up. Ça doit s'inscrire dans les priorités stratégiques des Hauts-de-France. Et on est par contre ici sur un taux d'intervention maximum de 20%, l'enveloppe financière ayant déjà été bien entamée lors de l'année 2023. Maintenant, la région et la BPI sont en train de réduire ce taux d'intervention. La forme est toujours mixte avec 60% de subvention et 40% d'avance remboursable. On est sur des projets assez courts, 24 mois. La candidature se fait au fil de l'eau jusqu'à donc épuisement des fonds. Pendant pendant du IDEMO national que j'ai présenté un peu plus tôt, vous avez donc le IDEMO région qui a la particularité au niveau régional bien sûr d'être lié aux thématiques de la région. Donc par exemple en santé, ce sera tout ce qui est maladies civilisationnelles et toutes les solutions pour accompagner le bien vieillir, ou tout ce qui est médecine de précision. La particularité du IDEMO régional, c'est que lui est forcément collaboratif avec un minimum de 3 partenaires, 2 entreprises dont une PME et un laboratoire académique. Maximum, ce sera 5 partenaires. On est sur des financements qui sont entre 1 à 4 millions d'euros, avec des objectifs qui sont les mêmes que pour le IDEMO national, c'est-à-dire augmentation de TRL depuis minimum TRL 4 vers des TRL de 8 à 9. Vous voyez que le taux d'aide est variable selon la taille de l'entreprise. Donc, le taux est plus élevé pour les petites entreprises et moins élevé pour les grandes entreprises. Sachant qu'il y a 10% de bonification du taux si une labellisation du projet est effectuée. Le ratio subvention et aide remboursable pour le IDEMO région est de 50-50. Il est possible de faire des projets interrégionaux. C'est techniquement possible, mais un peu plus complexe à monter puisque la validation du projet se fait non plus avec la région et la BPI, mais avec chacune des régions pour lesquelles les partenaires auront déposé le projet. Sachant que toutes les régions n'ont pas non plus les mêmes thématiques prioritaires, sachant quand même que la santé est généralement une thématique qui est portée par toutes les régions. On est aussi ici pour le IDEMO régional comme pour le IDEMO national sur des projets à temps long, donc de 24 à 60 mois, sachant que le financement pris en charge n'est pas de 5 ans, mais de 4. Vous voyez ici le calendrier, 2 dépôts dans l'année, un fin octobre et un fin avril, et ça courra jusqu'en octobre 2025. Ensuite, un appel à projet toujours générique, mais qui est plus focalisé cette fois-ci sur porter l'innovation au niveau des outils de production. C'est l'appel à projet collaboratif d'innovation Industrie du futur. C'est un outil régional avec pour but de favoriser des projets collaboratifs publics-privés d'innovation sur les leviers de compétitivité de production. On est ici sur des objets connectés et Internet industriel, des technologies de production avancées, dont la robotique innovante et les fabrications additives, des nouvelles aussi approches de l'homme au travail et des organisations et de management innovants, par exemple l'utilisation on va dire, de calculs numériques pour optimiser, on va dire, la température d'une pièce fabriquée, bien sûr, l'utilisation de la réalité virtuelle pour accompagner l'opérateur sur sa chaîne de production, etc., etc. Les bénéfices attendus sont des retombées économiques à court terme, dans les 3 ans, et une valorisation de la recherche avec un fort impact économique. Une implication des doctorants et de l'employabilité de ces doctorants est également recherchée.
voyez ici qu'on est sur des collaborations entre entreprises et laboratoires recherche, où les deux partenaires vont pouvoir toucher de l'aide. Donc au niveau de l'entreprise, ce qui est pris en charge, c'est des frais de personnel, des frais d'équipement, des coûts de R&D contractuels, rachat de brevets ou de licences, des services de conseil, des frais d'exploitation liés au projet, avec un taux de subvention de 40 à 50% selon qu'on est une PME ou non, et un montant de subvention maximum de 200 000 euros pardon, à 300 000 euros si c'est une collaboration publique-privée. Les laboratoires, eux, sont pris en charge à 50% des dépenses sur des frais de personnel recrutés spécifiquement pour la durée du projet. C'est un dépôt au fil de l'eau jusqu'au 30 juin 2025. Toujours sur les mêmes volets de financement de la R&D à différentes TRL, vous avez également deux dispositifs européens qui peuvent être activés, qui sont l'EIC Accelerator, c'est un dispositif récurrent ouvert aux startups et PME innovantes, qui permet de développer donc toujours des solutions innovantes pour qu'elles accèdent rapidement au marché. L'avantage de l'EIC Accelerator, c'est qu'il intervient, comme vous voyez, assez tard. On est ici sur des TRL 6 vers de la TRL 9 et peut inclure des dépenses liées au déploiement commercial de la solution. On est sur des financements qui vont de 650 000 à 17 millions d'euros, sachant que le soutien financier se fait sous forme de subventions jusqu'à un certain cut, entre 500 000 et 2,5 millions d'euros. Ensuite, au-delà, l'Europe intervient à la fois sous forme de subventions, mais également sous forme d'overhead et de prise de part au sein de l'entreprise. La durée des projets de IC Accelerator est de 12 à 24 mois, avec un dépôt en phase 1 qui se fait au fil de l'eau, sous la forme d'un dossier assez léger de 12 pages, d'un pitch deck et de 3 minutes de vidéo. Et si le projet est retenu en phase 1, on passe alors en phase 2, où pour le coup, il y a deux calls dans l'année. Vous voyez, le prochain call est le 3 octobre 2024, sous la forme d'un gros dossier de 50 pages et d'une audition. Il y a deux formes de IC Accelerator. Présenterai un second. Vous avez le IC Accelerator entre guillemets générique, donc vous pouvez déposer quelle que soit votre thématique. Il faut juste donc démontrer que l'innovation proposée est vraiment breaking through et que vous avez des développements économiques derrière très ambitieux. Ensuite, vous avez l'EIC Accelerator Challenge, qui est lui ciblé sur certaines thématiques. J'y reviendrai. Deuxième dispositif européen qui peuvent être activés par les entreprises sur de la R&D, c'est l'Eurostars, où là, on est sur un financement un petit peu équivalent, comme je vous disais, où Innov et IDEMO, mais sur un consortium d'au moins deux partenaires de deux pays différents, sur donc des projets de R&D collaboratifs structurants de TRL 4 à 8, avec de la réalisation de prototypes, d'installations pilotes de production ou de la démonstration d'une technologie. On est sur des budgets qui vont de 500 000 à 5 millions d'euros, la moyenne étant tournant autour de 1 million d'euros, avec un soutien financier qui est de 40% maximum pour une PME. La durée des Eurostars est de 36 mois maximum, sachant que la collaboration peut être entre deux partenaires privés ou un partenaire privé et un partenaire académique. Il y a deux calls dans l'année, en mars et en septembre, avec un taux de succès assez élevé en France sur un guichet européen, on va dire, de 30%. D'autres opportunités ouvertes et gérées pour le coup par Eureka et BPI France sont des calls nationaux bilatéraux, que je devrais dire, ou binationaux spécifiques, qui s'ouvrent et se ferment de manière, on va dire, épisodique. Donc nous essayons de faire une veille permanente sur ce type de call. Et actuellement, vous voyez donc trois calls qui équivalent un petit peu à un Eurostar. Un call France-Singapour qui se terminera fin septembre, un call France-Corée du Sud et un call France-Allemagne qui, lui, pour le coup, se terminera début novembre. On est encore une fois sur des projets plutôt de R&D collaboratifs avec un partenaire de chacun des deux pays.
Toujours en montée de TRL, vous avez donc des financements qui sont cette fois-ci liés vraiment à la finalisation de l'innovation et aux aspects de mise en place d'une ligne de production, enfin, d'une pré-industrialisation ou d'une ligne pilote, pardon, excusez-moi, voire d'une ligne de production pour, par exemple, des lots cliniques et les premières étapes de commercialisation. Vous avez donc l'appel à projet première usine et ensuite un deuxième appel à projet que le plus spécifique de la santé. L'appel à projet première usine est générique. Vous voyez, projet d'implantation de sites pilotes ou de production industrielle destiné à commercialiser des projets innovants et en de la mutualisation pardon, de capacités pré-industrielles au service des startups. On est sur des dépenses assez élevées de 5 millions d'euros, sachant que les aspects immobiliers du projet d'industrialisation sont également inclus. Donc il est tout à fait possible de financer une part de bâtiment ou de rénovation ou d'adaptation d'un bâtiment. La durée d'un projet première usine est de 12 à 48 mois. Et vous voyez ici un petit peu la nature des projets. Donc, première industrialisation d'une innovation technologique, installation d'une ligne pilote destinée à la première commercialisation ou à des essais de qualification de production, installation d'une ligne pilote ou de production chez un partenaire CDMO, c'est possible, extension technologique d'un premier site existant ou une plateforme industrielle mutualisée sur une technologie de production innovante. Par exemple, si on prend la bioproduction, ça peut être tout à fait la mise en place d'une ligne pilote d'un nouveau procédé de bioproduction. Le financement de ces projets est plus faible que sur les projets de R&D. On est ici sur un taux d'intervention plutôt de 20 à 30% maximum, 20 étant pour les grands groupes, 30 pour les plus petites structures, avec une forme toujours mixte de 60% de subvention et 40% d'avance remboursable. Vous voyez ici les différents calls qui restent. Il y a généralement 3 dépôts dans l'année qui courront jusque septembre 2025. Je vais maintenant un peu plus focaliser sur les thématiques particulières santé, puis agro-agri. Au niveau des guichets santé, vous avez plusieurs dispositifs qui permettent soit de financer des choses qui ne sont pas finançables dans les autres outils. Par exemple, le diagnostic dispositif médical qui permet d'accompagner les startups et les PME sur un taux de 50% sur une aide par un cabinet d'experts sur des aspects de mise en place de systèmes qualité, de rédaction du dossier de marquage CE dans le règlement MDR, ou la rédaction d'un protocole d'évaluation du bénéfice médical et économique d'un dispositif médical. Donc, comme je le disais, c'est accès à des experts qualifiés et financement à 50% de ce coût de prestation. 3 volets, donc vous voyez un volet, donc système de management de la qualité ISO 13485, projet de 12 mois avec un budget de 40 à 68 000 euros. La constitution d'une documentation technique dans le cadre du marquage CE pour des DM de classe de 2 à 3 ou pour des DM Div de classe B, C et D. On est toujours sur des projets assez courts de 12 à 18 mois et des budgets de 60 à 110 cas maximum. Ça exclut par contre totalement les développements techniques. On est ici vraiment sur de la rédaction de dossiers. Enfin, dernier volet, c'est la conception et la rédaction d'un protocole d'investigation clinique pour déterminer donc l'efficacité médico-économique d'un DM innovant, avec un budget cette fois-ci de 15 kg euros. Sachant qu'il est tout à fait possible de cumuler l'aide sur ces 3 volets spécifiques. Continuité du dernier volet sur la rédaction d'un protocole d'évaluation du bénéfice médico-économique, c'est cette fois-ci l'appel à projet de l'évaluation de DM numérique ou basé sur l'IA. L'idée ici, c'est de permettre aux startups, PME et grands groupes qui auront des DM numériques, on va dire vraiment breaking through, de soutenir tout ce qui est évaluation de, on va dire, l'impact sur l'acte de soin ou sur le bénéfice économique lié à l'utilisation d'un DM numérique, avec la volonté vraiment de pouvoir convaincre les professionnels de santé de l'intérêt d'utiliser un DM numérique, sachant qu'il y a encore des réticences actuellement à justement la mise en place d'aide au diagnostic via l'IA, par exemple, ou de l'utilisation d'outils numériques pour le suivi à distance d'un patient.
Donc ici, on est sur deux catégories, les dispositifs numériques hors intelligence artificielle, par exemple donc un objet connecté, ou les dispositifs médicaux à base d'intelligence artificielle, par exemple analyse d'images et détection diagnostic automatique. On est par contre, puisqu'on est dans l'évaluation du bénéfice médico-économique, sur des technologies matures. Donc, soit des dispositifs qui ne sont pas encore sur le marché, mais pour lesquels l'entreprise a déjà un système de management de la qualité ISO 13485 audité et approuvé, mais pas encore un dispositif marqué, ou alors un dispositif qui est déjà sur le marché, qui a déjà obtenu un marquage CE et qui a besoin, on va dire, de cette preuve supplémentaire d'efficacité médico-économique. Si on parle d'une intelligence artificielle, comme c'est dans le cadre de toute façon du règlement MDR, il faut que le logiciel ou l'algorithme d'IA soit complètement développé et figé et ne nécessite plus du tout de développement technologique ni d'entraînement. On est vraiment sur plutôt la démonstration de son intérêt dans son utilisation dans le soin. Les budgets sont de 200 000 à 5 millions d'euros, avec une aide financière qui est variable selon la taille, hein, qui va de 60% pour une petite entreprise jusqu'à 25% pour un grand groupe. La durée de l'évaluation est de 12 à 48 mois. Ce dispositif est récurrent. Il ouvre généralement en novembre, fin novembre, pour un dépôt mi-janvier, voire fin janvier. Ça varie un petit peu de chaque année. Donc nous effectuons une veille et communiquons au sein du réseau lorsque c'est ouvert. Euh, Autre volet spécifique à la santé et qui est un petit peu le pendant de Première Usine, c'est l'appel à projet Industrialisation et Capacité 2030, qui se veut donc, comme je dis, l'équivalent du Première Usine, mais ciblé cette fois-ci sur les grandes stratégies d'accélération de France 2030. On est toujours sur des startups, PME, voire jusqu'aux grands groupes, toujours sur de l'industrialisation de technologies vraiment innovantes, que ce soit un produit ou un procédé de fabrication. Par contre, comme vous le voyez, c'est ciblé sur les thématiques de biothérapie et bioproduction, maladies infectieuses émergentes, dispositifs médicaux et dispositifs de diagnostic in vitro, et également une relocalisation ou un renforcement d'une chaîne de valeur sur des médicaments essentiels, et il y a une liste spécifique qui est proposée. On est comme pour première usine sur des durées entre 12 et 48 mois. Avec la nature, c'est toujours la même. C'est vraiment l'industrialisation d'un produit innovant ou stratégique pour permettre la qualification de sa production, pardon, pour pouvoir produire des lots cliniques ou pouvoir avoir les premières étapes de commercialisation d'un DM ou médicament innovant. On est par contre sur des budgets plus faibles que Première Usine, donc pour des projets individuels de 1 million d'euros ou des consortiums de 2 millions d'euros. L'intervention financière étant, comme pour Première Usine, entre 10 à 30% selon la taille de l'entreprise, avec un ratio qui est toujours de 60% de subvention, 60% de subvention, 40% d'aide remboursable. Et vous voyez qu'il y a encore deux slots de dépôt possibles, qui est le 8 septembre prochain, puis ensuite le 25 mars 2025, sachant que l'enveloppe budgétaire, enfin les échos qu'on a sur l'enveloppe budgétaire, c'est qu'elle a été déjà bien entamée. Donc les prochains dépôts seront plus compliqués à obtenir. Et également, il va y avoir, comme je vous disais, l'ouverture d'une stratégie d'accélération sur la thématique de prévention, qui pour le coup va être également fléchée sur cet appel à projet d'industrialisation, avec une enveloppe vraiment spécifique pour cette thématique de prévention. Ensuite, toujours dans la thématique santé, alors là, j'ai pas fait une présentation point par point, mais plutôt un overview de toutes les thématiques qui sont sorties récemment au niveau des calls européens. Alors, dans la thématique maladies infectieuses, vous voyez donc un call sur des partnerships, sur de la préparation à une éventuelle pandémie. Un call spécifique sur le développement de vaccins innovants, un call sur des protections respiratoires de nouvelle génération, un call enfin sur des nouveaux types d'antiviraux, et enfin un EIC Accelerator Challenge, donc spécifique
dédié aux startups et PME sur une thématique assez pointue qui est donc les anticorps, les thérapies anticorps monoclonales sur des nouvelles variantes pardon, de virus émergents. Autre call, cette fois-ci sur la thématique cancer. Vous voyez, donc il y a 3 calls en cours sur des tests accessibles et peu coûteux pour une détection précoce des cancers héréditaires. Un call sur un portail d'information des patients, un portail d'information numérique, pardon, des patients sur la thématique du cancer. Et enfin, un call sur des plateformes de partage et de recherche sur les données autour donc toutes les données patients recueillies ayant des cancers. Pardon. Maintenant, je vais basculer sur le guichet plutôt agri-agro, pardon pour la faute, et agroécologie. Alors, actuellement, il y a malheureusement peu de guichets ouverts sur la thématique purement alimentation et sur les aspects agriculture et agroalimentaire. Vous avez actuellement une AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt qui est accélérer la transition alimentaire. Une AMI est le moyen pour les financeurs de détecter vraiment quelles sont les thématiques et l'appétence que peut avoir une filière à la thématique d'innovation et de R&D. Donc ici, on est vraiment sur des calls destinés, enfin un AMI destiné aux sociétés commerciales, aux associations, aux coopératives et aux entreprises publiques locales sur une thématique de projet de coopération économique et sociétale pour développer des offres de production alimentaire durable, des productions de transformation et de logistique en circuit court. Donc on est vraiment sur des projets attendus de filières locales intégrées, d'outils de transformation, de plateformes logistiques, de projets de transition pour les mines, des plateformes de distribution B2B, de la production agricole alternative, des projets d'économie circulaire, des tiers-lieux, des food labs, des food studios, qui tournent autour de vraiment pousser du développement durable. Donc tout ce qui est biosourcing, tout ce qui est nouvelles sources d'alimentation sur des nouveaux types de circuits de distribution. On est sur une offre de financement en quasi-fonds propres, sous la forme de prêts subordonnés à intérêt participatif, pardon, de 5 à 10 ans, qui peut être complété par un taux fixe et des primes de participation. Les tickets minimums proposés par la Banque des Territoires est de 200 000 euros, sachant qu'ils s'attendent à avoir en face un co-investisseur sur le même montant. Une prise de participation peut être également proposée. Cet AMI court jusqu'à fin de l'année et pourra permettre ensuite donc de financement de ce type de projet. Au niveau européen, il y a actuellement 2 calls intéressants sur la thématique des ingrédients. Premièrement, le call Innovative Bio-Based Food or Feed Ingredients, qui se clôturera le 18 septembre prochain avec des budgets attendus de projets de 3 500 000 qui sera financé à 100%. C'est vraiment de la subvention à 100%. L'intérêt de ce call, c'est vraiment développer des ingrédients novateurs, à la fois pour l'alimentation humaine ou l'alimentation animale, à partir de matières premières d'origine biologique durable. Donc, grâce au développement de procédés révolutionnaires qui permettent d'obtenir des ingrédients déjà connus, mais donc avec des sources, on va dire, des sources de matières premières innovantes ou non exploitées actuellement, ou le développement de nouveaux ingrédients pour l'alimentation humaine ou animale, probiotiques, vitamines, hormones, etc. Hormones, pardon. Excusez-moi, ça c'est mon côté santé qui parle. Donc vraiment le développement d'ingrédients innovants ou à haute valeur ajoutée, hors protéines, fibres et hydrates de carbone produits en vrac. Par contre, un mélange avec ce type d'ingrédients est possible, mais avec d'autres molécules d'intérêt. Les critères de sélection sont la qualité, les critères de qualité technique des ingrédients finaux et d'accessibilité financière de ces ingrédients est également pris en compte. Il s'agit donc d'avoir des projets qui ont des finalités économiques
comment dire, crédibles. Les propositions, puisqu'on est dans la grande thématique de durabilité, d'éco-sourcing ou de réduction de l'impact environnemental, et d'accorder une attention particulière à la durabilité environnementale, sociale et économique de la filière choisie, y compris la source d'ingrédients et leur disponibilité. Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Jacques, et l'utilisation de ressources naturelles telles que les terres, l'eau et l'énergie. Prendre en compte le processus de séparation et de purification. Donc, il s'agit d'obtenir des produits finaux qui soient de très bonne qualité. Et tester, bien sûr, tout ce qui est impact négatif, on va dire, de l'ingrédient qui sera développé, que ce soit sur l'environnement ou sur les utilisateurs, donc tout ce qui est aspect toxicologie. Bien entendu, il faudra aborder tous les aspects réglementaires pertinents pour le marché final et prendre en compte tout ce qui est utilisateurs finaux de l'ingrédient qui sera développé, dont l'acceptabilité, on va dire, par exemple, le grand public. Deuxième call dans la thématique food, c'est l'EIC Accelerator Challenge Food for Precision Fermentation and Algae. Donc toujours destiné, puisque c'est un ESC Accelerator, aux startups et aux PME innovantes, toujours en monodéposant, avec, comme puisque c'est un EIC, un budget maximal de 17,5 millions d'euros. On est ici sur l'objectif de soutenir la production d'aliments durables et nutritifs à partir de la fermentation et des algues. Le processus de dépôt est le même pour le lycée Accelerator. Par contre, vous voyez que ça courra jusqu'en 2025. Autre guichet sur une thématique, comme je vous dis, plus qu'émergente actuellement, que ce soit en santé ou dans l'agroalimentaire, c'est tout ce qui est lié à la transition écologique, avec plusieurs opportunités, on va dire, de mutation possible des outils de production afin de réduire l'impact de la production ou l'impact du produit final. Donc vous avez par exemple au niveau de l'ADEME et au niveau régional le fonds vert avec un axe 3 sur tout ce qui est territoire d'industrie qui est ouvert aux entreprises privées ayant donc un projet d'intérêt général manifeste de réduction d'impact environnemental. Donc, ça peut être également des projets de revitalisation économique et de transition écologique d'un territoire. Donc, on est sur des projets industriels matures qui proposent donc des systèmes de production durables ou qui promeuvent des chaînes de valeur de transition écologique, par exemple du biosourcing d'ingrédients ou de matériaux, du recyclage plus efficace, de la relocalisation de production stratégique, d'intérêt stratégique ou du développement de mobilité durable. Trois axes d'action possibles: des investissements industriels structurants et ambitieux, de l'investissement permettant le développement de compétences dans la transition écologique, et à titre exceptionnel, comme je disais, des projets de redynamisation de territoire qui s'inscriront dans les objectifs des deux premiers axes. On est sur des budgets de dépenses de 400 000 euros minimum, avec une aide sous forme de subvention et de volume variable selon la taille du porteur et l'ambition du projet. Le calendrier de dépôt se fait au fil de l'eau. Un appel à manifestation d'intérêt autour de la thématique de l'emballage, qui sera lié qui pourra ensuite être, on va dire, si le projet est considéré d'intérêt, reversé vers les différents outils de financement qui existent au niveau régional. C'est donc le développement de chaînes de valeur innovantes pour massifier l'économie circulaire. C'est à destination des entreprises, des centres techniques et des acteurs de la recherche sur des projets monoporteurs ou collaboratifs, avec vraiment ici pour le but d'accélérer la transformation des chaînes de valeur régionales des acteurs qui collaborent à la mise en place de solutions innovantes et vertueuses sur la thématique de l'emballage. Désolé, c'est un peu long. Donc il s'agit ici vraiment d'identifier des initiatives structurantes en région Hauts-de-France et permettre d'émerger des technologies ou des consortiums de projets de boucles vertueuses, on va dire, du point de vue écologique et environnemental, sur les enjeux d'emballage. Donc ça peut être favoriser le développement et l'optimisation d'usage durable de l'emballage. Ça, c'est lié à la réglementation européenne qui va bientôt sortir, qui poussera justement à la réutilisation des emballages.
L'innover sur les matériaux, dont les écomatériaux, la substitution, par exemple, des plastiques par des équivalents éco-sourcés ou qui soient recyclables ou dégradables, des nouveaux types d'emballages plus efficaces ou des procédés de recyclage. Enfin, c'est comme je disais, l'éco-conception de nouveaux emballages avec une meilleure recyclabilité, une meilleure durabilité, une optimisation de la durée de vie ou du réemploi. Les modalités donc, du dépôt, c'est un engagement en fait dans un processus de coopération et de collaboration à l'échelle régionale et un financement possible via des guichets régionaux que sont les fratries, par exemple, l'aide à l'innovation, des FEDER ou le fonds de transition juste que je vous présente ici. Donc, c'est un fonds dont le financement est d'origine européenne et qui a été versé auprès de la région, avec pour but justement de financer des grands projets structurants de filières, de transition environnementale de certaines filières. Alors, à la base, c'était plutôt des filières de sidérurgie, de transport, et la région a décidé d'ouvrir à plus de thématiques, dont les thématiques agroalimentaires et les thématiques santé, avec du point de vue quand même de la région, on va dire un tâtonnement sur les thématiques qui seront supportées. Et entre autres, dans ce tâtonnement, finalement, a émergé cette thématique emballage que j'ai présentée juste avant. Donc on est ici sur des investissements dans des activités de recherche et d'innovation, des investissements qui peuvent être productifs dans les PME, des investissements pour le renforcement d'une économie circulaire, par exemple avec la prévention ou la réduction de la production de déchets, l'utilisation plus efficace de ressources, par exemple l'eau, ou la réutilisation, la réparation et le recyclage de matériel ou d'équipements. Donc, comme je disais, des AMI sont attendus, sous la forme par exemple de l'AMI emballage. On serait sur des projets avec des investissements minimum de 500 000 euros, sachant que les taux d'intervention, ce serait plutôt sous le format, puisque c'est un fonds européen, à l'origine, plutôt sur de la subvention. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. D'autres guichets sont toujours ouverts sur les thématiques numériques, IA et robotique, avec particulièrement un appel à projet sur l'offre de repos et de machines intelligentes d'excellence. On est ici sur toujours des projets collaboratifs liés aux entreprises plutôt de petite taille ou de moyenne taille, avec des académiques. Ça permet la structuration et l'accompagnement d'acteurs de nouvelles chaînes de valeur d'équipements robotiques ou industriels stratégiques, l'émergence de leadership technologique sur des marchés émergents ou stratégiques. Donc ça peut être lié par exemple à la production de nouveaux types de robots destinés à la production par exemple. On est ici sur des projets d'investissement productifs prioritaires avec des projets qui ont quand même une part de R&D et d'innovation. La durée de ces projets est de 36 mois. On est sur des projets individuels avec des dépenses minimum de 1 million d'euros ou des projets collaboratifs avec une dépense minimum de 4 millions d'euros. Le taux d'aide allant de 0% à 70% selon la taille et le type de dépense. 0% par exemple, ça sera des investissements industriels matures pour un grand groupe. Il ne sera pas accompagné. Par contre, une petite entreprise pourra l'être. Le dernier call pour se taper la projet est le 25 juin prochain. Voilà un petit peu tous les appels à projets actifs actuellement. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez justement soit un projet qui correspondrait à un de ces appels à projets, soit si vous avez une thématique que vous n'avez pas vu passer et qui pourrait être intéressante de notre côté pour une veille à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Levez la main et vous pouvez activer votre micro. Bon, j'ose espérer que j'ai été clair. Alors, comme vous avez pu voir, c'était un petit peu une liste à l'après-vert. Donc, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible et je vous partagerai la présentation au terme du webinaire.
Et comme je le disais, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour avoir plus de détails sur les guichets qui vous intéressent, sachant que nous pouvons accompagner le montage de dossiers. Et comme je disais, au niveau du pôle de compétitivité, nous avons la capacité d'expertiser et de labelliser les projets avant leur dépôt, qui permettent à la fois d'avoir un regard d'expert extérieur, mais également d'avoir un soutien de la filière. Voilà, nous restons bien sûr à votre entière disposition, n'hésitez surtout pas. Merci à vous, bonne journée. Merci à tous.